Bonjour, pour cette nouvelle émission de rencontre, j'avais envie de commencer avec une citation de Sigmund Freud. Et oui, c'est assez rare qu'on puisse le faire, mais dans ce cas-ci, autant l'utiliser. Et ce bon Sigmund nous a dit « L'humour ne se résigne pas, il défie ». Voilà une phrase qui s'applique parfaitement à notre invité du jour, qui aime à se moquer de tout et de tout le monde, et c'est bien normal puisqu'il est humoriste. Un humoriste qui a choisi, je dirais, la voie royale, puisqu'il se permet d'incarner le roi des Belges. Et oui, notre invité est un imitateur. C'est le seul métier, à ma connaissance, qui permet d'être plusieurs tout en ne payant qu'un seul ticket de métro. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui André Lamy. André, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre appel pour parler un petit peu de vous, de votre cheminement, puisque voilà, quelques mois, vous avez passé le cap des 50 ans. Et c'est un bon moment parfois pour mettre l'œil dans le rétroviseur et de regarder un petit peu ce qu'on a fait et tout ce qui reste à faire, bien entendu. Oui. Alors, l'humour ne se résigne pas, il défie. C'est une phrase qui vous convient? Oui, assez bien, oui. C'est vrai que j'aime bien défier, oui. J'aime bien, oui. J'aime bien en tout cas attaquer. Attaquer, c'est un bien grand mot, mais j'aime bien titiller, on va dire, le pouvoir. J'aime bien ça, oui. J'ai horreur de l'abus de pouvoir, j'ai horreur de ce genre de choses. Donc, aller d'être un petit peu la petite soupape qui vient un petit peu alléger tout ce qui est un peu dramatique, j'aime bien faire ça, oui. Alors tout au long de cette émission, eh bien, on va faire un grand flashback, comme on dit, on va retourner en arrière. Et on va revenir au moment où vous étiez en culotte courte. Alors, resituer un petit peu le jeune André Scarbeck, c'est là où vous avez vécu, dans une famille qui ne vous prédisposait pas vraiment à vous lancer dans une carrière de comique. Hein. Non, pas du tout. Mes parents, d'abord personne dans la famille ne faisait partie de la famille des saltimbanques, on va dire. Donc moi, comme j'étais quelqu'un qui était très, très solitaire aussi, très taiseux même, c'était le terme qu'on utilisait beaucoup pour moi, j'avais un grand copain qui était la télé. Et ça m'est resté d'ailleurs, puisque je suis devenu très cinéphile, etc. Enfin bon, ça c'était un... Mais bon, la télé, je regardais des émissions de variété. Ma mère aimait beaucoup les variétés, donc on regardait beaucoup de variétés à la maison. Et puis à un moment, c'est vrai que ça m'a titillé. Donc j'écoutais déjà à l'époque des sketchs, que ce soit Raymond DeVos, que ce soit Stéphane Stéman, évidemment, puisque je suis belge. Et puis j'ai eu envie de faire ça. J'ai eu envie de faire ce métier. Assez jeune d'ailleurs, hein, j'avais 12 ans quand je me suis dit c'est ça que je veux faire. Autant dire que ça a fait beaucoup rire mes parents, puisque comme j'étais taiseux, lui, il n'ira jamais sur une scène. Et puis bon, ben voilà, le fil en aiguille, grâce à l'école d'ailleurs, grâce à l'Athénée Fernand Blum, à l'époque, dans les années 70, qui m'a un petit peu aidé à un peu sortir de moi-même, grâce à deux professeurs en fait, deux professeurs de français en fait. Le premier s'appelait Jacques Riquillon, qui m'a déjà fait sortir de moi-même, je veux dire un petit peu pour prendre un peu plus confiance en moi. Et puis Franz François aussi, qui était un professeur de français aussi à l'Athénée Fernand Blum. C'est votre première scène, là, c'est à l'Athénée? Oui, oui, bien sûr. Oui, bah, oui, ma première scène, je devais avoir 14 ans. 14 ans, c'était pour une fête d'école. Je crois que c'était la soirée, la journée des hobbies. Et donc chaque élève devait venir avec un hobby. Et moi, j'avais pris une classe en faisant mes sketchs devant des gens qui pouvaient passer d'une classe à l'autre. Et voilà, c'est comme ça que... C'est la première fois que j'ai joué devant des gens. Puis après, ça a été... même la classe a été la première scène de théâtre pour moi. Mais j'imitais très peu les profs, paradoxalement, parce que je me disais, ça ne peut pas me servir si je veux faire ce métier. Donc tout de suite, c'était De Vos, c'était De Funès, c'était des gens comme ça. Ça change le regard des copains quand on est le comique qui fait des imitations. Est-ce que ça vous a aidé dans vos relations? Est-ce que ça vous a aidé pour draguer les filles aussi, peut-être? Non, pas du tout. Alors ça, comme disait Bigard, très justement, quand on fait rire les femmes, on a déjà fait 85% du boulot, mais les 15% qui restent, qu'est-ce qu'on n'arrête pas de ramer, quoi. Donc... Non, ça, je ne crois pas. Non, alors là, je veux dire que ça, comme on dit, j'en touchais pas une. Mais ça m'a surtout permis de
d'avoir plus de contact avec les gens, en restant toujours très timide, parce que j'ai toujours été très timide, je le suis toujours d'ailleurs. C'est quelque chose dont on ne se sépare jamais de sa timidité, c'est quelque chose qui est ancré en soi. C'est comme quelqu'un qui est énorme, qui maigrit, dans sa tête, il sera toujours gros. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Donc timide, on le reste à vie. Mais on joue avec et on maîtrise cette timidité. À 12 ans aussi, peut-être une vocation de réalisateur de films qui se profile. Oui, ça a été mon premier truc. Mon premier truc artistique, c'était de réaliser un film avec des copains. Le film s'appelait L'inspecteur mène l'enquête. J'étais l'assassin. Il avait un copain qui était une espèce de Colombo et un autre qui était qui était un inspecteur aussi. Enfin, c'était un truc. J'ai toujours le film. Hein, c'est le en Super 8. C'est une petite bobine qui doit faire 20 minutes. Oui, c'était j'aurais bien voulu aller plus loin. Oui, j'avais envie de faire des films comiques en fait. Et puis les choses, la vie en a décidé autrement. Je suis resté dans... Puis finalement, j'ai fini par faire des fictions depuis quelques temps. Chose que je n'aurais jamais cru faire, mais voilà. Alors, c'est vrai aussi que très jeune, vous vous produisez à la place du jeu de balle. Alors, il y a un café. Un café, c'était un restaurant. C'était un restaurant. Alors, c'est vrai, vous aviez quoi? Vous aviez 15 ans, 15, 16 ans? J'avais 17 ans. 17 ans. 17 ans, je faisais la Manche, et ça s'appelait le Boerenbruiloft. C'était rue des Renards. Et alors c'est très drôle comme la vie parfois. Je faisais surtout de Vos. Et rue des Renards, ça tombait bien. Ah oui. C'était pas très loin. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Et que là, j'avais un public qui n'était pas du tout... qui n'était pas acquis d'avance. À l'école, on a souvent des publics acquis d'avance. Mais là, c'était... donc j'allais avec ma petite coupelle, puis je passais de table en table, je faisais des sketchs. Et c'était, ma foi, c'était fort instructif aussi pour mon métier, que j'allais faire par après. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, mes parents, en tout cas, n'y croyaient pas du tout. Ils se disaient, bon, ils s'amusent, voilà, mais c'était pas... Puis après, de fil en aiguille, j'ai présenté au Festival du Rire de Rochefort. Et ça, c'est à 18 ans, c'est ça? Ça, c'est à 18 ans. C'est quand même fort jeune pour le Festival de Rochefort aussi. Mais c'était le premier, hein, c'était le tout premier Festival du Rire de Rochefort. On était 12 candidats, je crois, dont Marc Herman. Qui a gagné cette année-là, et moi on m'a conseillé effectivement d'arrêter tout de suite. Ça, et c'est vrai que ça a fait son chemin, parce que là je suis rentré à l'université après, puisque j'ai fait l'ULB en droit, mais au bout d'un an et demi, 2 ans, ça m'a retitillé et je suis retourné. Lutte avec les parents par rapport à ça, parce que bon, avoir un fils saltimbanque tout à coup dans la famille, je suppose que c'est pas évident. Tant que je vivais sous leur toit, ça posait un problème. Une fois que je suis parti de chez moi, ça n'en a plus posé. Puisque quelque part, là, je faisais ce que je voulais, et puis j'avais plus de 18 ans, donc voilà. Donc je crois qu'il fallait ça, il fallait partir. Et puis alors partir au grand désespoir de ma mère, d'ailleurs, à mon avis, qui a dû se demander mais qu'est-ce qu'il va devenir, quoi. Parce que je pense, moi je vois ce que c'est, j'ai des enfants, donc qu'est-ce qu'ils vont devenir. Ma fille d'ailleurs veut devenir comédienne, donc je suis dans le même cas de figure que mes parents, sauf que bon, moi je connais le métier, eux ne le connaissaient pas, et moi j'ai dû faire mon trou tout seul en connaissant personne, vraiment. Bon, alors on a déjà une carrière de réalisateur qui ne s'est pas faite, une carrière d'avocat qui ne s'est pas faite. Non plus. Voilà, donc persiste et signe dans le comique. Rochefort, Oui. ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe alors après? Qu'est-ce qui fait que tout à coup on décide de s'accrocher, de dire mais non, j'y crois? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est quelqu'un? Ou est-ce que c'est soi-même? À un certain moment, on se dit non, c'est moi qui suis dans le bon. Mais c'est-à-dire, ce métier, de toute façon, il faut d'abord croire en soi, parce que si on ne croit pas soi-même à ce qu'on fait, ça ne sert à rien de l'entamer. Moi, je croyais en ce que je faisais, et puis j'ai eu la chance aussi, en 83, j'avais 20 ans, de tomber sur un cabaret qui était rue des Lombards, qui était pratiquement le seul cabaret qui restait à Bruxelles, qui s'appelait le Black Bottom, qui était animé par 2 anciens duettistes, qui s'appelaient Jerry et Montigny. Et Jerry et Montigny avaient une carrière derrière eux mondiale. Ils avaient joué dans tous les pays du monde. Ils avaient suivi Lynn Renaud au Casino de Paris, où ils faisaient leur numéro de duettiste pendant des années. Ils ont travaillé avec elle. Et ils avaient décidé de poser leur valise à Bruxelles, il y en a un des deux qui était belge, l'autre qui était français. Et ils ont ouvert ce cabaret qui s'appelait le Black Bottom. Et un jour, avec des copains, on va boire un verre là. Moi, je ne connaissais pas le lieu. Un des copains dit « Ah, j'étais dans un lieu, c'est formidable. » D'abord, ils vous recevaient comme si vous étiez la personne la plus importante du monde. Et j'ai une copine qui va voir le patron et qui dit « Mais vous savez, lui, il fait des imitations. » Et le mec dit « Viens sur scène, etc. » Il y avait un pianiste et tout. Et puis c'est comme ça. Et ils m'ont pris vraiment sous leur aile, sous leurs ailes.
Et très vite, ils m'ont dit, tu dois aller à Paris, il faut que tu fasses quelque chose. Et ils m'ont donné les adresses, j'ai fait des cabarets à Bruxelles, j'ai fait des spectacles un peu à droite et à gauche. Ils m'avaient trouvé un cabaret à Luxembourg qui était une horreur pour moi. C'était un cabaret striptease. Un truc horrible, parce que l'animation principale, c'était un âne avec une gonzesse. Je ne vous raconte pas ce qu'elle faisait avec. Mais et je me suis retrouvé là-dedans. Et là, il faut avoir l'air insolide. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je suis dans un cabaret striptease, entre un travesti et une bonne femme qui monte tout, le travesti qui se dit, est-ce que je fais la totale ou pas? Enfin, et on est là au milieu à essayer de faire de Funès devant des mecs qui n'en ont rien à foutre de vos sketchs. Mais en même temps, ce sont des bonnes écoles. Alors, il y a une période radio aussi qui démarre. Oui, à ce moment-là, oui. C'est SIS, alors défunte station, mais qui a marqué à l'époque avec une émission qui était la Folie des Glandeurs. Oui, La Folie des Glandeurs avec Loufman, qui vit maintenant en Thaïlande. SIS, c'était le vivier, hein, je veux dire. François de Brigode, Jean-Jacques Deleu, Stéphane Rosenblatt, Philippe Soreille, tous ces gens étaient là. Marc Oczynski, tout ça, c'était à SIS. C'était un vivier. Hein. C'est vrai que je trouve que ça manque aujourd'hui, ce genre de radio libre, parce que c'était une très très bonne école aussi pour les médias. Ce qu'il n'y a plus maintenant. Maintenant, je pense que parfois on a une pénurie. Il y a des écoles qui forment, etc. Mais enfin là, c'était vraiment sur le terrain, quoi. On m'a parlé aussi, à un certain moment dans votre vie, vous avez ramassé des chariots sur les parkings, c'est vrai cette histoire? Mais ça, c'est c'est avant. Ça, c'est quand j'étais... quand je travaillais à GIB comme caissier. Donc il n'y avait pas que la carrière artistique. À ce moment, il a fallu manger aussi. Bah oui, c'est-à-dire que je travaillais tous les soirs pendant 2 heures parce que c'était mieux payé. Quand on faisait la fermeture, c'était mieux payé. Et oui, effectivement, oui, j'ai fait ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, il faut faire des petits boulots hein, si on veut. Mais c'était l'époque. Mais bon, l'époque était différente d'aujourd'hui aussi. Hein. Je parle là, c'est les années 80. C'est encore des années plus ou moins roses. Alors, on est toujours dans les années 80, et là, 87, c'est une année clé, parce que là, c'est la surprise. Les producteurs de Thierry Leluron, qui est décédé, vous découvrent et viennent vous chercher. Comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que ça étonne un petit peu. On se dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, j'avais fini l'armée. Hein. J'ai d'abord été à l'armée. Je suis un dernier à avoir fait l'armée. J'avais fait l'armée. Comme comique troupier? Non, j'étais secrétaire du service social. Et puis, à Nederoverumbe, enfin, le nouveau petit château, comme on disait. Et puis, je me retrouve à faire un nouveau spectacle. Comme j'avais rien à foutre à l'armée, j'ai écrit 2 spectacles. Voilà, c'est pas difficile. Et un spectacle que j'ai présenté dans un cabaret qui s'appelle La Samaritaine. Et ce spectacle qui s'appelait Ambiance Bar était un spectacle qu'on avait capté en vidéo à l'époque. Et il se trouve que de fil en aiguille, j'avais un copain qui travaillait à Forêt Nationale, les producteurs de Leluron, mais Leluron étant décédé, viennent à Bruxelles parce qu'ils produisaient aussi Serge Lama qui vient présenter Napoléon. Ce copain qui se trouve dans le service de sécurité donne une cassette à un des producteurs, ils la regardent, ils veulent me voir, on se voit à Paris, et puis les choses démarrent, très vite d'ailleurs, très très vite, très 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 vite. On se dit que là, le destin, quand même, est assez étonnant, parce que c'est vraiment, voilà, c'est des circonstances. C'était une conjonction en 87, il y a eu une conjonction de beaucoup de choses. D'abord, il y avait un vide terrible en France, qui était la mort de Leluron et de Coluche. Il n'y avait plus que Bedos, qui était vraiment quelqu'un qui travaillait sur la politique. Il y avait le fait aussi que la 5 arrivait en fanfare, en débauchant tous les animateurs vedettes des chaînes importantes, et qu'on s'est retrouvé avec Drucker, qui se trouvait le samedi soir en face de Sébastien, sur la 5. Et Drucker, fin renard comme il peut l'être, s'est dit je vais essayer de trouver quelqu'un, et je suis arrivé, il s'est dit je vais le prendre 5 semaines de suite dans mon émission, comme ça j'aurai mon imitateur face à Sébastien. Mais il n'y avait pas de concurrence possible, puisque la 5 n'était pas desservie partout, donc il n'y avait pas de problème. Mais j'ai démarré, moi je me rappellerai toujours, j'ai démarré dans Champs-Élysées le 12 septembre 87 avec toutes les plus grosses vedettes françaises. J'étais le seul inconnu dans l'histoire. Et à l'Olympia en plus. C'est quoi, c'est le petit Belge qui débarque, là, ça doit quand même faire un petit peu peur, non?
je faisais mon boulot. Il se trouve que j'avais déjà quelques années derrière moi de spectacles, quelques dizaines de spectacles que j'avais déjà rodés sur scène. Puis j'ai démarré au mois d'août 87 au Tintamarre. Donc oui, bah, il y a un côté, voilà. Mais quand on croit un peu en soi, on se dit, ben voilà, allez, on y est. Maintenant, il faut assurer. Et il a fallu assurer effectivement, parce que la première année, j'ai quand même eu 400 spectacles dans l'année, plus la radio, puisque je travaillais tous les dimanches matins sur Europe 1, et plus la télé, puisque j'avais une émission de télé sur France 2 qui s'appelait L'Ami du soir. Donc, comment on gère ça? Parce que là, on passe pratiquement du train de banlieue au TGV, là. Hein. Oui, et en même temps, j'ai une bonne santé, et surtout j'aime ça. Voilà, ça c'est déjà un truc, j'aime ça, j'aimais ça. On peut dire que au niveau artistique et scénique, je me suis goinfré, quoi. Et j'en avais jamais assez. J'adorais ça, être tous les jours sur scène, parfois 3 fois par jour sur scène. C'était... oui, c'était génial, quoi. Ça, c'était un truc, c'était une période de ma vie que je ne regrette absolument pas, parce que je pouvais exercer mon métier. Mais bon, voilà, à un moment, effectivement, je veux dire, ni moi, ni les producteurs à l'époque ne pensaient que ça irait si vite. Tout le monde a été pris de court. On a tous été pris de court. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête la machine? Est-ce qu'on la continue? On a décidé de continuer. Mais il y avait un problème, c'est-à-dire que entre guillemets, j'ai eu un succès très parisien en fait, Ouais. en étant surexposé en télé. Donc toute la France le voyait, mais il n'y avait pas vraiment de relais en province, ce qui fait que quand on a fait La Michaudière, qu'on a fait pendant 6 mois à guichet fermé pratiquement. On est parti en tournée et là ça s'est passé autrement, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas des salles pleines. Et comme on vendait le spectacle clé en main et que c'était assez cher, puisque j'avais des producteurs un peu gourmands, très vite les mecs ils vous engagent une fois, ils ne vous engagent pas 2 fois. Donc la deuxième tournée, elle marche forcément moins bien et au bout d'un moment, les producteurs se désintéressent un peu et puis les soufflets tombent à un moment, quoi. Alors bon, au bout de 5 ans, il y avait un choix, quoi. Est-ce que c'était continuer sur la France en ramant quand même assez fortement, ou alors revenir ici et recommencer ici. Est-ce qu'en même temps, vous n'avez pas été un peu victime aussi justement de ce landerneau parisien? Parce que quand le succès vient aussi vite, on finit automatiquement, je dirais n'importe qui se ferait aussi des ennemis qui vous attendent un peu au tournant, non? Oh, je ne sais pas si je me suis fait des ennemis. En tout cas, moi, je ne sortais pas beaucoup. D'abord parce que je n'avais pas le temps. Je ne faisais pas partie des cercles parisiens. Je n'allais pas dans les soirées, je n'allais pas dans les boîtes, j'allais nulle part, en fait. Parce que tous les soirs, j'étais sur scène. Peut-être que c'est ça aussi qui a manqué, d'être dans des cercles d'amis, etc. Ça, j'en suis convaincu. Mais bon, voilà, à un moment, on ne peut pas tout faire non plus, quoi. Et j'ai été aussi surprotégé par les producteurs que j'avais, parce qu'ils avaient eu la mauvaise surprise de Le Luron, qui, lui, ne se protégeait pas énormément, et qu'il l'avait perdu. Donc moi, ils m'ont un peu surprotégé aussi, quoi. Alors bon, voilà, ça a été le sommet. Hein. C'est vrai que quand on regarde un peu votre carrière, c'est un petit peu le côté montagne russe. Oui, oui, tout à fait. Hein, oui, mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup de carrières qui ne sont pas des montagnes russes. Que ce soit Johnny, moi un jour Drucker m'a raconté, Johnny dans les années, fin des années 60, début des années 70, il ne remplissait pas une salle, hein, alors que c'était Johnny Hallyday. Tout le monde a connu des périodes un peu de marée basse. Ou alors ça monte lentement, et puis à un moment, et puis ça dure. Ou alors ça peut être monté très haut, puis ça retombe, puis ça remonte très haut. Dave pourrait très bien vous en parler aussi. Oui, tout à fait. Retour sur Bruxelles. Alors, avec de l'amertume ou pas? Non, parce que je l'avais eu. C'est une des choses que m'avait dit un des frères des producteurs que j'avais. Il m'avait dit, écoute, de toute façon, qu'est-ce que tu l'as eu? On ne peut pas te l'enlever. Donc, je l'avais eu. Et puis, de toute façon, il fallait que je bosse. J'ai des enfants. Il fallait que je bosse, quoi. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai recommencé, même si c'était à zéro. Hein. On peut dire que j'ai recommencé à zéro, mais avec une expérience. Voilà. Ouais. Mais j'ai recommencé à zéro, bien sûr, et je suis revenu ici avec l'image du Belge qui a réussi ô combien à Paris, mais qui revient parce que ça ne marche plus. Donc c'était
Mais en même temps, les gens qui venaient voir mes spectacles n'étaient jamais déçus. Voilà. Donc, mon talent, je l'avais. En tout cas, je savais que ça, c'était un truc que j'avais. Et puis alors, ça a été le côté... j'ai regardé peut-être ça plus froidement aussi, plus calmement, en mettant les choses à plat, en me disant, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux faire. Moi, j'ai jamais arrêté l'imitation. Je suis un imitateur pur et dur, et je serai toujours imitateur. Et donc, je me suis dit vers quoi je vais aller, etc. Et c'est un peu par Hervé Meillon, en fait, qui m'a dit, pourquoi tu ne vas pas à la revue ? Puisque Stéman arrêtait, etc. Et j'ai été me présenter, et à ma grande surprise, d'ailleurs, ils ont voulu de moi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis parti pour 9 ans dans cette aventure. Ça a relancé vraiment Non. Ou pas? Non, c'est pas ça qui relance une carrière. Non, la revue se sert plus de vous que vous ne pouvez vous servir de la revue. Ça, c'est clair, il faut bien se le mettre en tête. Mais il y a 30 jours dans un mois, et ça permet de vivre, tout en faisant son métier. Et puis pour moi, non, moi je pense avoir collaboré d'ailleurs, c'était en 97, je crois. Je crois avoir collaboré à entre guillemets, une certaine renaissance de ce truc-là, puisque je sais qu'entre Stéman et moi, ça avait été un peu plus dur. Puisque Stéman, il y a eu, je crois, 5 ou 6 ans entre nos deux, entre mon arrivée et son départ. Et puis c'est reparti, mais ça a été très dur parce que, en fait, tout ce que je propose aujourd'hui, que ce soit en radio ou en télé, c'est un petit peu ce que j'aurais voulu proposer dans la revue, mais qu'on me refusait systématiquement. Oui, l'histoire du roi, voilà, de prendre le roi comme un peu personnage principal, comme cible, là, je crois que ça a... On m'a toujours dit, c'est le théâtre royal des galeries, donc on ne peut pas commencer à se moquer de la famille royale, alors qu'ils le font maintenant, je veux dire. Donc je pense que j'ai peut-être mis ma petite pierre à l'édifice au niveau des... c'est bien. Moi, je préfère être, je ne vais pas dire copier, mais je préfère être inspirant que de moi m'inspirer de... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce personnage du roi, vous l'avez vraiment, vous l'incarnez vraiment. On l'entend en radio, en télé, on le voit en télé. Oui. C'est un bon personnage. Pourquoi vous avez eu envie tout à coup? Est-ce que c'est l'actualité qui vous a amené, ou est-ce que c'était vraiment un personnage qui vous semblait intéressant à travailler? Le roi est venu un peu à moi par hasard. En fait, c'est venu par une petite capsule qui passait en Flandre, qui s'appelait TV Belgique, qui passait sur le net. Un jour, le producteur de cette capsule qui passait sur le net en Flandre me dit « Écoute, j'aimerais bien faire l'adaptation française ». Bon, je dis ok, on va faire des maquettes. On a fait des maquettes et le personnage tel qu'il avait été caricaturé dans TV Belgique m'a inspiré cette voix. C'est comme en doublage, je veux dire, on voit un personnage sur l'écran, on se dit tiens, je lui donnerais bien cette voix-là. Donc je lui ai donné cette voix de personnage qui parle un peu comme ça, un petit peu espiègle comme ça. Et ça collait très très bien. Et puis, dans la foulée de ça, est arrivé Voter pour moi, où forcément j'avais créé le roi, donc on l'a réutilisé là. Et TV Belgique est passé au même moment où Voter pour moi passait en radio, TV Belgique est passé en télé, puisque comme Stéphane Rosenblatt et moi on se connaît depuis des années, je l'ai vu à une soirée, je lui ai dit tiens, il y a une capsule qui est pas mal, est-ce que ça t'aiderait de la mettre chez toi? Et puis j'ai été le point de jonction entre le producteur de TV Belgique et RTL TVI. Et tout ça était un tout, quoi. Il y a eu TV Belgique, il y a eu Voter pour moi. Bon, Voter pour moi est toujours à l'antenne, plus TV Belgique. Mais Voter pour moi est plus mon bébé que TV Belgique, qui n'est pas vraiment mon bébé, quoi. Alors, je vais quand même m'autoriser une question bateau. Oui. À partir du moment où on interprète le roi, est-ce que vous avez eu des réactions directes ou indirectes? Aucune. Je dois bien dire. Ça fait, on a fêté le 6e anniversaire il n'y a pas longtemps, et la 1000e d'ailleurs. Mais j'ai jamais eu de réaction. Mais ils ne peuvent pas, de toute façon, ils ont un devoir de réserve. Oui, mais ça aurait pu être indirectement. Non. Mais je ne serai jamais baron, ça je vous rassure. Mais non, il n'y a pas eu de réaction, non, jamais. Non. Je sais juste par Jean-Jacques Deleu que Claire lui a dit un jour j'écoute tous les jours Voter pour moi, et les CD, je les ai offerts à Fabiola. Voilà. Donc Fabiola, normalement, les CD, le problème c'est qu'elle n'a qu'un pick-up, et que donc les CD sur un pick-up, ça ne va pas très bien. Vous ne la ratez pas non plus, Fabiola, ça, il faut bien le dire. Mais quelque part, ça fait des années qu'on la présente, et ça c'était une idée de Frédéric Dubus. On l'a présentée comme une femme radin, proche de ses sous, et finalement la fiction a rejoint la réalité, puisque avec ses fondations, etc., on n'était pas loin. On arrive
déjà presque à la fin de cette émission, Déjà mais il y avait quand même une petite chose que j'avais envie de parler avec vous, c'est votre collectionnite aiguë par rapport à Laurel et Hardy. Oui. Alors ça, peut-être que peu de gens le savent, mais c'est vrai que vous êtes un passionné de Laurel et Hardy. Je suis passionné de Laurel et Hardy et du burlesque américain en fait. Hein. Mais Laurel et Hardy, oui. Ce sont deux personnages que j'aime particulièrement. Ils sont, comme je dis toujours, ils sont à l'apogée du burlesque américain. Ils sont vraiment à la jonction entre le sonore et le muet. Et c'est vraiment c'est la synthèse du burlesque. Voilà. Ils ont assimilé tout ce qu'il y avait eu avant eux. Et puis ils ont très bien réussi aussi dans le parlant, ce qui n'a pas été évident d'ailleurs pour les grands burlesques. Chaplin a mis longtemps avant de se mettre à parler. Il a attendu 1935 quand même, alors que le cinéma était sonore depuis 1927. Et son premier vraiment film sonore, c'est Le Dictateur en 1939. Même Les Lumières de la Ville ou Les Temps modernes, il y a de la parole, mais c'est vraiment à petite dose. Keaton s'est vautré dans le sonore, Harold Lloyd aussi, Harry Langdon n'en parlons pas. Il n'y a vraiment que Laurel et Hardy qui ont vraiment fait ce passage sans problème. La preuve, on les imite. Donc, voilà, justement. Eh bien, on parle de parole, eh ben, le temps de parole est déjà terminé. Oui, quand on s'amuse, ça passe vite. Merci André. C'est moi. Et puis, bonne continuation. Et bien sûr, on se retrouve tous les matins à votre écoute pour de nouvelles aventures. Votez pour moi. Non, Merci. De rien.